Malheur à toi, ô terre, quand ton roi est un enfant. Henri V était mort, le grand roi guerrier qui avait combattu les Français à la bataille d'Agincourt et avait gagné contre des chances énormes, avait été abattu à l'âge de seulement 35 ans. Son seul enfant et héritier, le prince Henri, n'était qu'un bébé de 9 mois lorsque son père est mort. Il a été fait roi Henri VI d'Angleterre et seigneur d'Irlande un jour plus tard, le 1er septembre 1422, ce qui fait de lui la plus jeune personne à avoir jamais accédé au trône anglais. Le 31 octobre, son grand-père français Charles VI de France est mort, et dans un accord avec le traité de Troiseux signé par Charles et Henri V le bébé Henri a également été déclaré roi de France à seulement 10 mois. Le jeune Henri était incapable de se nourrir ou de s'habiller lui-même, il ne pouvait ni marcher ni parler, encore moins diriger les deux royaumes d'Angleterre et de France. Bébé stupide. Autrefois, avec un taux de mortalité infantile extrêmement élevé, il pourrait ne pas survivre à sa petite enfance. Ce n'était ni la première ni la dernière fois au Moyen-Âge que l'avenir de la monarchie anglaise était instable. Henri, n'ayant jamais connu son père, ignorait les qualités d'un grand roi en grandissant. Il avait de nombreux oncles lancastriens pour le guider, mais aucun véritable modèle pour lui montrer que la seule façon de réussir en tant que roi médiéval était d'être foncièrement désagréable et totalement impitoyable. L'une des meilleures façons de prouver sa grandeur à ses ennemis et à ses sujets était au combat, mais cette façon de démontrer sa valeur était mauvaise pour Henri. Étant enfant unique sans frères et sœurs ni héritier, sa vie était trop importante pour être risquée sur le champ de bataille. Sans moyen de prouver sa bravoure et son courage au combat, et dominé par ses oncles, le duc de Gloucester et de Bedford, il était tout simplement trop jeune pour faire face aux pressions de la royauté. Scandale, le mariage d'une princesse française à un roi anglais était devenu une véritable tradition. Depuis plus de 300 ans, 10 des 11 rois d'Angleterre avaient pris une épouse française. Il n'était donc pas surprenant que Henri soit fiancé à Margaret d'Anjou, la nièce du roi Charles VII de France, en 1444. Ils se sont mariés l'année suivante. Henri avait 23 ans et Margaret était quand elle a été couronnée reine à l'abbaye de Westminster. Bien qu'il n'y ait aucun moyen de savoir si le mariage a été consommé lors de leur nuit de noces, nous savons que Henri était profondément dévot et a reçu des conseils spirituels de William Ascoge, l'évêque de Salisbury, qui lui a dit de ne pas avoir de relations sexuelles avec la reine ou de, et c'est une citation, s'approcher d'elle à moins que ce ne soit pour la création de bébés. L'Église chrétienne admirait la vertu de chasteté. C'était un idéal promu par le clergé et que certains s'efforçaient d'atteindre. Le roi Édouard le Confesseur était l'un des saints préférés d'Henri, et on disait qu'il était resté chaste tout au long de ses 22 années de mariage. L'idée d'une abstinence sexuelle au sein du mariage était pratiquée par certains pendant le Moyen-Âge, bien qu'elle n'était pas très populaire pour des raisons évidentes. Henri était profondément dévot et célèbre pour être resté vierge jusqu'à son mariage, mais très vite des rumeurs ont circulé sur la vie sexuelle du couple royal, ou son absence. Les gens parlaient et disaient qu'il se passait quelque chose d'étrange dans la chambre du roi. Henri et Margaret étaient mariés depuis 8 ans, sans aucun signe de grossesse. Des preuves ont maintenant été découvertes qu'ils avaient besoin d'un peu d'aide dans le département de la chambre à coucher. Il semble que lorsque Margaret rejoignait son mari pour des relations conjugales, ils étaient parfois instruits par une suite de coachs sexuels. Le livre royal du protocole stipule que régulièrement, lorsque le roi était au lit, le chambellan du roi ou l'écuyer pour le corps venait chercher la reine accompagné de 2 dames de compagnie et d'un huissier, y compris lors de leur nuit de noces. Le chambellan passait la nuit dans la même pièce lorsque le roi et la reine, je cite, se couchant ensemble. C'est pas. À l'époque, le manque d'expérience et de compétences d'Henri au lit était minimisé. Personne ne voulait d'un roi faible et impuissant, donc c'était considéré comme le problème de Margaret. Néanmoins, les rumeurs ont commencé, et cela a donné naissance à l'idée que Henri jouait un rôle moins masculin au sein du mariage, qu'il avait la position plus passive et plus reine. Et mec, je ne juge pas, aux échecs c'est une bonne chose. Une fois que Margaret est réellement tombée enceinte, on a commencé à dire qu'elle avait même pris un amant pour pouvoir concevoir. Veuillez ne pas critiquer les fantasmes du roi Henri dans vos commentaires. Chute. En 1453, la guerre de 100 ans durait depuis 116 ans. Le 17 juillet, il semblait être à sa fin, avec les Anglais bien et vraiment vaincus. La guerre avait connu des années de conflits sanglants, ponctués de longues périodes de paix. Mais maintenant, les Français avaient remporté une victoire décisive à Castéon, en Gascogne. John Talbot, le redoutable commandant anglais et terreur des Français, était mort. L'Aquitaine et Bordeaux ont été perdus au profit de la France. Maintenant, seul le port de Calais restait entre les mains des Anglais.
La perte de l'Aquitaine a été particulièrement humiliante pour Henri. La région appartenait aux Anglais depuis 300 ans, depuis qu'Éléonore d'Aquitaine était devenue reine d'Henri II en 1154. La nouvelle de l'échec est parvenue à Henri en août et a probablement grandement contribué à sa grave détérioration mentale. Après sa dépression, Henri a été ramené à Windsor et caché, sa maison essayant désespérément de garder l'affaire aussi discrète que possible. La maladie semblait être une infirmité mentale chronique plutôt que physique. Aujourd'hui, nous chercherions des raisons telles qu'un traumatisme crânien, un choc ou une sorte de rupture mentale comme cause de l'effondrement de Henri. Et on ne sait pas si le début s'est produit soudainement ou si la santé de Henri a décliné sur une période de jours. Le chroniqueur médical John Bennett nous dit que Henri est devenu très malade. Selon d'autres sources, il cite « a subi une peur soudaine et inattendue, devenant si malade qu'il manquait de sens naturel et d'intelligence suffisante pour gouverner le royaume et qu'aucun médecin ou médicament ne pouvait le guérir. » Bede continue à nous dire qu'il a été privé de ses sens et de sa mémoire, incapable de parler ou d'utiliser ses membres, incapable de bouger de l'endroit où il était assis. Il semblerait que Henri soit devenu pratiquement catatonique. Henri aurait pu être plus susceptible aux maladies mentales. Il était après tout le petit-fils du roi Charles VI de France, surnommé Charles le Fou. En 1392, Charles, âgé de 20 ans, a subi sa première crise, le poussant à se retourner contre ses hommes, tuant 6 d'entre eux, dont son garde du corps, et à attaquer son frère. Il a développé de la fièvre puis est devenu tout à fait frénétique et paranoïaque, croyant que des assassins venaient pour lui. Charles a refusé de se baigner ou de changer de vêtements pendant des mois. Lors d'un épisode, ses vêtements étaient tellement souillés qu'il a dû être retenu pour que son matériel trempé puisse être retiré de lui. On a découvert que son corps était infesté de poux. Il insistait pour dire que son nom était Georges, errait dans son château en hurlant comme un loup, déchirait les tapisseries de sa femme et croyait qu'il était fait de verre. Pendant les 33 années suivantes, jusqu'à sa mort, la santé du roi a fluctué entre des périodes de clarté mentale et d'instabilité. Lorsque le repos et la détente ne l'ont pas guéri, Charles a reçu un exorcisme de 2 frères augustins et a dû boire une concoction faite de perles écrasées. Folie. Pour les médiévaux, on pensait que la folie était causée soit par l'auto-abus, l'excès ou un déséquilibre des humeurs. Autrefois, la médecine s'appuyait grandement sur la religion, l'astrologie et la théorie des 4 humeurs de Galien. Tout écart de comportement par rapport à la norme, spirituelle ou physique, était considéré comme de la folie. Cela incluait tout, de la tristesse excessive à la perte de mémoire ou aux crises. Avoir des visions spirituelles ou entrer dans des états de transe religieuse était toléré, voire valorisé. Et le mysticisme a prospéré en Angleterre et dans d'autres parties de l'Europe du XIIIe au XVe siècle. Beaucoup de ces visionnaires ont été vénérés, comme Juliane de Norwich ou Catherine de Sienne. Henri était déjà considéré comme dévot, voire saint. Il était un pacificateur, ce qui faisait de lui un roi moins réussi à une époque où la brutalité et une main de fer étaient nécessaires pour conserver le pouvoir. Un diagnostic de possession démoniaque aurait été désastreux, non seulement pour l'autorité d'Henri, mais aussi pour toute la dynastie Lancastre, donc cette idée a été rapidement écartée. En 1330, l'hôpital de Bethléem, plus tard connu sous le nom de Bedlam, fut fondé à Londres pour traiter les fous. Autrefois, un ancien prieuré pour les pauvres malades, même les médecins les plus respectés et capables là-bas ne comprenaient pas ce qui arrivait au roi. Il est possible que son grand-père Charles ait souffert d'une forme de schizophrénie et que Henri aurait pu hériter de cela. Bien que ces symptômes des 2 hommes soient complètement contrastants, il est possible que Henri souffrait de schizophrénie catatonique. Il était devenu renfermé et passif comme plongé dans une transe. Il était affalé dans sa chaise, incapable de marcher, parler ou même tenir sa tête correctement. Pendant cette période, Margaret a donné naissance à leur fils unique, Édouard de Westminster. Cependant, lorsque le nouveau-né a été présenté à Henri pour une bénédiction, il est resté dans un état de transe et n'a pas pu regarder son bébé. Il a fallu presque 1 an et demi à Henri pour se remettre de sa maladie mystérieuse. Folie, adultère et héritiers illégitimes étaient parfaits pour la propagande yorkiste lors de leur ascension au pouvoir dans les années 1450. Henri est mort soit le 21, soit le 22 mai 1471, le consensus aujourd'hui étant qu'il a été assassiné. Emmené à la Tour de Londres, il a été emprisonné pendant plusieurs années par les Yorkistes après la défaite des Lancastres à la bataille de Hexham en 1464. Son fils Édouard, le prince de Galles, a été tué à l'âge de seulement 17 ans sur le champ de bataille de Tewkesbury, une autre bataille décisive pendant les guerres des Roses.
Bien que Henri VI n'ait pas été un roi réussi de son vivant, d'un point de vue du XXIe siècle, nous pouvons apprécier le type d'unité qu'il essayait d'atteindre. Un lieu d'amour et de paix où tout le monde pourrait s'entendre. Les Tudors de Lancastre en particulier le présentaient comme une figure sainte qui a été assassinée pour ses principes. Diagnostiquer une condition des siècles plus tard est très difficile. Malgré un consensus sur une schizophrénie catatonique ou un épisode dépressif, cela reste un mystère. Margaret a tenté de garder son mari sur le trône pour leur fils, mais le pays se désintégrait et s'est tourné vers Richard de York pour retrouver une certaine stabilité. Il est terriblement triste de penser à la façon dont la maladie mentale dévaste encore aujourd'hui la vie des gens et de leurs familles. C'était catastrophique pour Henri VI. Les guerres des roses auraient-elles eu lieu si Henri avait pu être traité pour sa condition? Il semblerait que l'état fragile de la santé mentale du roi Henri VI ait réellement changé le cours de l'histoire anglaise. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale et merci à tous ceux qui se sont abonnés car nous venons de franchir le seuil des 10 000, ce qui est un jalon absolument incroyable, alors merci beaucoup pour cela. J'espère que tout le monde passera un fantastique week-end et nous vous verrons la semaine prochaine pour un autre épisode. Santé!